j'ai été un écrivain allemand qui désirait une Allemagne européenne, très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande. La distance qui sépare l'Amérique de l'Europe, en permettant un coup d'œil plus vaste, fait apparaître encore plus clairement l'unité des civilisations européennes et de leur rôle éminent réservé à la France dans le concert européen. À vrai dire, ce concert ne vaudrait plus la peine d'être entendu si jamais la voix française devait se taire. Vu d'Amérique, l'Allemagne, c'est donné, quoi. L'Allemagne n'a pas le choix. Est-ce que la France garde au moins l'illusion du choix? Pourquoi, par exemple, le président français fatalement dit qu'il faut faire avec ce régime? Pourquoi ce fatalisme? Le président français n'a pas été instruit. Je dirais que c'est une guerre d'idées. Très honnêtement, je ne sais pas quel sera l'avenir de l'Ukraine. Alors ça, c'est une question très, très profonde. Je ne peux pas y répondre en une seconde. Oh, vous avez tout le temps. Michel Duclos, bonjour, on est à la librairie du Globe, la librairie russe de Paris. J'ai tenu à vous inviter parce que votre livre associe deux choses, la guerre en Ukraine et le nouvel ordre du monde. Comment ne pas voir les choses ainsi? Je voudrais commencer par vous poser la question à propos d'Emmanuel Kant, qui était persuadé que la culture des gens va les amener à la paix. Et en fait, tout ce qu'il a dit en XVIIIe siècle était désapprouvé en XIXe, XXe et aujourd'hui. Est-ce que cette guerre, qui à mon avis est mondiale, est en liaison avec la culture, étant donné que tout le monde se précipite d'accuser les Russes de la barbarie? Bonjour madame, je trouve que vous commencez très fort. Je ne suis pas sûr du tout d'être à la hauteur. Évidemment, je ne crois pas un seul instant que les Russes soient des barbares. Et l'homme qui m'avait initié à la Russie, c'est Jean Laloy. Et j'ai vu dans votre librairie plus haut que il y a un des livres qu'il avait traduit, puisque c'était un russisant qui avait été l'interprète de Gaulle en 1945 et qui ensuite a fait une grande carrière de diplomate. Et donc au début des années 80, alors que j'allais moi-même partir en poste à Moscou, je l'avais longuement vu. C'était un anti-soviétique passionné. Il détestait le système communiste. D'ailleurs, il croyait que Gorbatchev, c'était une Russe de l'histoire qui allait porter le communisme à une deuxième jeunesse. Et après m'avoir dit beaucoup de mal du système, il avait conclu en disant « Mais on ne peut quand même pas désespérer d'un peuple où continue à être enseigné Pouchkine et Tolstoï dans les écoles. » Et il avait en un sens raison, mais en un autre sens, vous savez, ça a été un des grands énigmes du XXe siècle. Le nazisme a été le produit d'un pays qui était en même temps le pays de la haute culture par excellence, l'Allemagne. Donc, il faut faire ce pari que faisait Kant,
mais c'est un pari, et pour l'instant, c'est un pari perdant. Exactement. Une autre question, et comme ça c'est une espèce de prologue de notre conversation, c'est par rapport à Klaus Schwab qui était celui qui formulait les idées du monde global, hein, et qui finalement est amené à dire que la vision et la politique d'aujourd'hui est quantique. C'est-à-dire que la personne voit la politique et voit le monde en fonction du point où il se trouve. Hein. Et ça, cette vision de la politique quantique, c'est comme ça que je vois votre livre, hein, parce que vous vous êtes donné la peine, dans ce livre, de donner des analyses des gens qui ne sont pas spécialement des libéraux, ni occidentaux, et chacune de ces personnes voit les problématiques de l'Ukraine de la façon différente. Donc, pensez-vous qu'on a bel et bien enterré le monde global, voire libéral-démocratique? Là encore, c'est très difficile parce que, pour continuer sur la Russie, il y a la Russie que j'ai évoquée, qui est celle que les Français aiment, hein, celle des grands écrivains et des grands artistes. C'est clairement pas celle de Poutine, qui appartient à un autre monde, hein, appartient à un monde à mi-chemin entre les tchéquistes et la mafia. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr que lui-même ait beaucoup lu, ou s'il a lu, c'est en fonction d'un prisme très particulier. Et dans le monde global, parce qu'il y a le monde global, c'est une réalité économique, sociologique, incontestable. J'ai connu l'époque charnière où finalement les idées occidentales auraient pu devenir les idées dominantes. Ça, c'était les années 90. J'étais à New York à ce moment-là. Et je ne crois pas du tout, comme on le dit parfois en France, par anti-américanisme, qu'il y ait eu un prosélytisme occidental et des choses comme ça. Simplement, les peuples du monde et les élites du monde venaient naturellement à l'Occident parce que celui-ci avait gagné. Et donc, ce que Fukuyama a théorisé, de façon d'ailleurs incompréhensible pour le commun des mortels, c'est un article d'abord, un livre ensuite très, très, très intellectuel, qui n'est compréhensible que par des gens qui ont fait des études de philosophie, mais ce qu'on retient de lui, c'est assez vrai, c'est-à-dire le fait qu'un modèle libéral était devenu extrêmement attractif pour les peuples du monde. Et assez curieusement, ça n'a pas duré largement, je dois dire, du fait de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Et là, nous sommes à 1 an de l'agression russe en Ukraine, mais comment ne pas penser aussi à l'anniversaire d'il y a 20 ans de l'agression américaine contre l'Irak. Il y a beaucoup de différences, je ne mettrai pas les deux phénomènes sur le même plan, mais c'est vrai que les Américains ont en quelque sorte refroidi ou douché ceux qui, de par le monde, étaient attirés par les idées libérales. Et là, ils ont créé l'impression que, en fait, le vrai visage de l'Occident, c'était la brutalité impérialiste. Et comme de surcroît, ils se sont très mal comportés, ils ont donné cette impression d'hypocrisie qui nous colle toujours à la peau, puisqu'ils foulaient aux pieds les propres principes dont ils étaient censés avoir fait les piliers de l'ordre du monde. Donc, c'est à partir de là qu'on a vu se détricoter le prestige de l'Occident dans ce monde qu'on appelait à l'époque encore le tiers-monde et qui est devenu progressivement
le Sud global ou les puissances émergentes, quelle que soit l'étiquette que l'on utilise. Par la suite, se sont ajoutées cette espèce de faillite morale qui a été la crise de 2008, et puis ce qu'on appelle la diffusion de la puissance, c'est-à-dire le fait que les Occidentaux sont restés puissants, mais ils ont trouvé des rivaux de plus en plus forts, la Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi d'autres pays, l'Indonésie, etc. Et donc, petit à petit, le regard des pays de l'ex-tiers-monde sur l'Occident est devenu de plus en plus critique. Parallèlement, l'une des caractéristiques de la globalisation, comme chacun sait, c'est de faire ressortir les identités. C'est vrai chez nous, c'est vrai partout ailleurs, puisque plus toutes les choses se ressemblent, plus on éprouve le besoin de faire valoir sa différence. Et donc tout cela mêlé, et peut-être beaucoup d'autres facteurs encore, y compris d'ailleurs la politique de Poutine, qui a ciselé soigneusement tout cela, fait qu'aujourd'hui on est, c'est vrai, dans un monde très fracturé, où il y a cette chose paradoxale, c'est que en partie les prismes sont communs, d'où l'expression globale, mais dans une autre partie très importante, les prismes sont de plus en plus individualisés, particularisés, en fonction de l'endroit où on se trouve. Je pense que le Covid n'a fait qu'aggraver cela, et la guerre en Ukraine est une sorte de test de la réalité de la fracturation du monde et de la désoccidentalisation du monde. Le test, c'était Covid ou la guerre en Ukraine ? Ça avait commencé avec le Covid, parce que, au fond, l'Occident est devenu moins fort, donc il est moins admiré, et il donne l'impression de ne pas tenir ses promesses. Et dans le Covid, c'est ça qui a frappé beaucoup de peuples. C'est qu'il n'a pas tenu sa promesse de répartition équitable des vaccins ou de lutte équitable contre les conséquences économiques et autres de la pandémie. Pensez-vous que cette trahison de promesse, elle était matérielle ou plutôt idéologique ? Écoutez, je serais provoquant en disant qu'elle est en partie imaginaire, bien sûr. Parce que, par exemple, si on prend les vaccins, c'est très simple. Les vaccins étaient plus utiles dans les peuples qui étaient les plus touchés et qui étaient aussi ceux où il y avait un nombre de vieux plus élevé ou de personnes âgées plus élevées. En Afrique, il y a eu moins de victimes du Covid, donc c'est vrai qu'il y avait moins besoin de vaccins, mais c'est indicible de dire ça parce que ça paraît discriminatoire. Donc il y a un mélange des deux, il y a des faits objectifs et il y a une amplification de ces faits par un prisme qui est celui, au fond, du ressentiment anti-occidental. Je n'ai pas encore prononcé ce mot, mais en faisant ce livre, ça m'est apparu très vivement. En Afrique, qui est le continent que nous, Français, nous connaissons le moins mal, le fait colonial est beaucoup plus présent dans les esprits qu'il ne l'était il y a 15 ou 20 ans. Quand moi-même j'étais en fonction, je sillonnais ces pays, évidemment il y avait le grief de la colonisation, ça existait bien sûr, mais ce grief est curieusement décuplé aujourd'hui dans les jeunes générations. En fait, on vit dans une époque qu'on appelle libérale démocratique. Je pense qu'on vit la fin de cette époque ou quasiment la mort. J'espère que vous vous trompez, bien sûr. Pourquoi ? Vous avez peur de futur ? Non, mais j'espère que vous vous trompez en disant que c'est la fin de
de l'idée libérale et démocratique. Mais la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Regardez, le modernisme, parce qu'en fait c'est le modernisme, hein, c'est la prolongation du modernisme qui était par ailleurs la suite de la guerre civile du XVIe siècle. Hein. Et c'est là où ça a commencé. Et je trouve, quand je vois ce qui se passe autour de l'Ukraine, je trouve de plus en plus de similitudes avec la guerre des 30 ans et la guerre civile, quand les gens se sont fâchés à cause de l'interprétation des textes saints. En fait, c'est ça. Et du coup, ils ont, petit à petit, comme ils n'ont pas gagné sur le front, sur le champ de bataille, ils ont décidé philosophiquement de mettre entre parenthèses des questions de Dieu, d'éthique. Et petit à petit, ce modernisme nous a libérés non seulement de Dieu, mais de nous-mêmes. L'homme est devenu libre de lui-même. Et c'est ça la fin du libéralisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune idéologie. Et on parle souvent de Poutine comme d'un homme qui n'a plus d'idéologie. Mais quelle est l'idéologie de l'Occident aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une société en réaction, et qui dit en réaction dit pas de projet? Ben, je ne crois pas du tout, justement. Et vous voyez, j'ai beaucoup écrit depuis un certain nombre d'années sur ce que j'appelle la désoccidentalisation du monde, avec beaucoup d'autres, bien sûr. S'il y a désoccidentalisation du monde, j'y ai déjà fait allusion, c'est parce que l'Occident est moins puissant, et il attire moins, et que d'autres forces ont droit de citer et s'imposent. Mais un ami philosophe devant qui je présentais cet argumentaire me répondait, évidemment, il y a 1000 définitions possibles de l'Occident, mais un trait quand même caractéristique, c'est l'individualisme. C'est le sujet, comme on dit en philosophie. Or, cette idée-là, elle continue à progresser. Elle progresse en Chine, elle progresse en Iran, elle progresse dans le monde arabe. Et donc, oui, il y a un coup d'arrêt à l'occidentalisme au sens géopolitique, mais pas au sens philosophique plus profond. Et la guerre en Ukraine, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. La guerre en Ukraine, c'est quand même une pulsion néocoloniale d'un dictateur qui croit passer à l'histoire en rassemblant les terres russes. C'est là où... C'est quelque chose qui est, en un sens, presque ahistorique, philosophique. Quant à l'absence d'idéologie de Poutine, vous savez, j'avais fait un autre livre collectif qui s'appelait « Le monde des nouveaux autoritaires ». Et parce que beaucoup de gens disaient « mais la différence avec la guerre froide, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de contenu idéologique, ni d'un côté ni de l'autre, etc. » En fait, il y a quand même une crypto-idéologie des néo-autoritaires, et dont Poutine m'était apparu comme le chef de file, ou le patriarche, en un sens. Et cette crypto-idéologie, c'est celle qui susurre à l'oreille des gens, ne croyez pas aux valeurs individuelles, aux droits de l'homme, ne croyez qu'au collectif, ne croyez qu'au chef. Trouver des réassurances dans les valeurs traditionnelles et dans l'autorité. Et donc ça, c'est une crypto-idéologie qui, en un sens, est plus dangereuse que le marxisme. Parce que le marxisme, on pouvait le démonter intellectuellement, puis de toute façon, ça dépassait la moyenne des gens. Tandis que cette petite musique qui se murmure à l'oreille des gens, ça avait beaucoup de force. Et je crois que l'une des raisons que nous avons de vouloir la défaite de la Russie poutinienne en Ukraine, c'est aussi de démontrer les faiblesses de cette crypto-idéologie.
Je suis d'accord que Poutine n'a pas d'idéologie et je suis d'accord que le marxisme n'a rien à voir avec lui. En revanche, quand vous me dites que le monde occidental, c'est les droits de l'homme, est-ce que... Quel homme? Qu'est-ce que l'homme? À partir de quand l'homme est l'homme? Est-ce que c'est pas là la question de terminus de la démocratie libérale? Parce que chez les Américains, l'homme, c'est qui? C'est un blanc, c'est un homme. C'est pour les chrétiens, pour les modernistes, est-ce que c'est quelqu'un qui est baptisé? C'est-à-dire que ou si on va plus loin, est-ce que le vote d'un alcoolique tueur de sa femme vaut un vote d'un adolescent de 15 ans talentueux? Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, quand les États-Unis votent pour un président, quasiment tout son premier mandat passe pour désapprouver le prédécesseur? Et la moitié du pays, ce n'est plus un quart de pays ou un tiers de pays, c'est la moitié de pays qui automatiquement est contre celui qui est élu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système auquel on s'est habitué ne marche plus. Donc, je ne dis pas que Poutine représente un nouveau système. Non, parce que, c'est un système national. Donc, le système national ne peut pas être un projet mondial. Le marxisme l'était. Le modernisme l'était aussi. Vatican, c'est un projet mondial. Mais pas le projet de Poutine, ni d'ailleurs le projet de l'Ukraine, parce que c'est un projet nationaliste. La Chine, est-ce que c'est un projet vraiment, un nouveau projet, parce que la Chine aussi, c'est un projet national. Donc, par rapport à ce livre, est-ce que vous avez su trouver des idées de qu'est-ce que la nouvelle stratégie? Vous qui faites de l'Institut, vous êtes de l'Institut Montaigne, est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie, une vraie nouvelle stratégie qui ne se peut se projeter que dans les 1000 ans à venir, pas les élections prochaines, 1000 ans à venir, c'est ça la vraie stratégie, non? Vous avez mentionné l'Institut Montaigne, mais parmi d'autres, il y a en France des gens qui croient à la liberté, au libéralisme et à la démocratie. C'est-à-dire qui conçoivent que ce n'est pas un régime parfait, que c'est un régime toujours menacé, toujours fragile, mais qui offre les meilleures réponses aux besoins de liberté de l'individu. Et cet idéal qui est né au XVIIIe siècle d'une lecture du christianisme, puisque c'était en germe naturellement dans le christianisme, notamment cette idée d'égalité des hommes et des femmes, et quelle que soit la couleur, etc., c'est Saint Paul, bien sûr. Et cela, je crois que ça n'a pas perdu de sa force. Je crois que c'est plus fort que possible, que jamais. Et je crois en plus, si vous voulez, parce que j'ai une longue carrière de diplomate, une des leçons que j'ai retenues de cette longue carrière, c'est qu'il ne faut pas mépriser les peuples. Et que dire, par exemple, moi j'étais ambassadeur en Syrie, et beaucoup de gens étaient convaincus, et parfois je suis moi-même tombé dans ce travers, que les Syriens ne se révolteraient jamais parce qu'ils étaient trop habitués à un système de distribution des bénéfices, de règne de la terreur, etc. Et en fait, ils se sont révoltés. De manière générale, ce qu'on voit en Iran, c'est incroyable, le courage de ces femmes et ensuite de la population qui les a soutenues. Donc il n'y a pas de fatalité qui ferait que les Chinois, par exemple, seraient plus enclins à la soumission et moins intéressés que d'autres par les libertés individuelles. Donc il me semble que de ce point de vue-là,
l'idée conserve toute sa force. La difficulté, c'est plutôt de la faire, de garder son actualité face à des défis nouveaux, mais que je vois plutôt du côté des technologies, du numérique, que du côté de la violence politique de la force armée de Poutine. Pour revenir au livre, l'un des paradoxes intéressants, c'est que tous les auteurs du Sud dressent le procès de l'Occident. Mm-hmm. Et beaucoup, sur l'affaire ukrainienne, croient qu'effectivement, les Russes ont été provoqués et qu'ils se défendent, mais que c'est la faute de l'OTAN, ou c'est de la faute des Américains, ou ceux qui ne vont pas jusque-là pensent de toute façon que les Occidentaux ont une part de responsabilité, et qu'en toute hypothèse, dans la gestion des conséquences négatives pour le Sud du conflit, c'est les Occidentaux qui n'en font pas assez. Donc il y a ce ressentiment très profond. Et ce qui est, finalement, vous m'y faites penser, un tout petit peu paradoxal, c'est que ce n'est pas pour autant une remise en cause de l'idée libérale. C'est un peu distinct. Et en termes de stratégie pour l'avenir, j'ai moi-même développé dans d'autres livres ce thème que j'appelle le rendez-vous de 2025. C'est-à-dire, là, nous avons vécu depuis un certain nombre d'années la crise du modèle démocratique libéral, la montée des populistes, tout ça. D'une certaine façon, dès que l'agression russe s'inscrit dans cette tendance-là, mais je disais, il arrivera fatalement un moment où le modèle autoritaire entrera aussi lui-même en crise. Et là, on pouvait le voir avec les révoltes arabes, ce qui se passe en Iran ou ailleurs. Et au fond, une autre interprétation possible des échecs de Poutine en Ukraine, c'est ça, c'est que le modèle autoritaire connaît à son tour des revers et des limites. Et d'où le rendez-vous où, à un moment donné, la courbe va s'inverser. Ce ne seront plus les autoritaires qui auront le vent en poupe, mais les démocraties libérales. Mais pour que ça puisse marcher vis-à-vis de ce monde qui est animé du ressentiment anti-occidental, il faut que le projet libéral lui-même se réforme. Et que le jour où le rendez-vous se produira, il faut qu'on ait à offrir une version du libéralisme modernisée, adaptée, qui puisse parler au peuple du Sud. Je suis d'accord avec vous, et une fois de plus, je ne dis pas que Poutine propose un schéma valable. En revanche, le système libéral qui était, qu'on le veuille ou pas, contrôlé, pour ne pas dire organisé par les États-Unis, parce qu'au fait, les États-Unis ont garanti la sécurité de commerce, par exemple, à tout le monde. Et aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens. Donc aujourd'hui, du système global américain, ils passent à un système plus select, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas soutenir tout le monde, ils vont soutenir que ceux qui sont directement dans leur intérêt. Et dans ce sens-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de vivre un monde que anglo-saxon et plus un autre projet peut-être projet de l'Europe de l'Est, qui vont se réunir au détriment des autres, enfin de ceux qui restent sur la plateforme et le train s'en va. C'est là où la France a une responsabilité historique. Vous le croyez toujours? J'ai un ami qui est un très grand historien américain, qui a cette boutade un peu paradoxale. L'Occident, c'est la France. Et il veut dire. Mégalomane. Mais c'est un Américain qui le dit. Ah.
Et il est poli. Il veut dire, alors peut-être qu'il dit ça par politesse, mais il le dit dans d'autres contextes qu'avec des Français. Ce qu'il veut dire par là, c'est que effectivement, quand la France n'est pas dans le camp occidental, le camp occidental, c'est le monde anglophone. Alors, bon, c'est un peu négligé l'Allemagne. Oui, un peu quand même. Oui, mais vu d'Amérique, l'Allemagne, c'est donné, quoi. L'Allemagne n'a pas le choix. Parce que la France garde au moins l'illusion du choix. Mais bon, derrière cette boutade, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'effectivement, il y a toujours un risque que le monde occidental se réduise à l'Amérique et à ses alliés les plus proches. Et le rôle, non pas de la France, mais de l'Europe en général, c'est de faire en sorte que l'Occident soit plus diversifié et plus large qu'un cœur anglo-saxon, si vous voulez. J'ai une question pour vous, diplomates. Pouvez-vous me dire, actuellement, cette dernière année, quelle est la part dans la politique, de la réelle politique, enfin, pas la réelle politique à la Merkel ou à Kissinger, mais une politique réelle avec des buts et le PR, relations publiques, publicité. Par exemple, la visite de Biden. Est-ce que c'est un vrai intérêt pour l'Ukraine ou c'est un acte de publicité avant les élections ? D'abord, en pourcentage. Les actes symboliques, les gestes, les discours, ça fait partie de la réelle politique, puisque ça fait partie de l'entraînement des esprits, des gens, etc. Donc on ne peut pas complètement distinguer. La question que je me pose vraiment sur l'Ukraine et notre réaction, c'est est-ce que les Occidentaux ont eu une stratégie ? Ou est-ce qu'ils se sont contentés de faire en sorte que les Ukrainiens n'aient pas tout simplement la tête sous l'eau et ne disparaissent pas ? Et donc, au fur et à mesure que les Ukrainiens avaient des demandes, on répondait aux demandes. Mais ça ne fait pas une stratégie, ça ne veut pas de dire donner ce qu'il faut pour obtenir tel résultat et en vue d'un objectif et ultimement pour préparer l'avenir. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que tout cela a été planifié soigneusement dans les principales capitales occidentales, mais malgré tout, on a du mal à croire qu'il y avait vraiment une stratégie. On a plutôt l'impression que, d'abord au début, on ne croyait pas vraiment à la capacité des Ukrainiens de résister. Donc on a commencé par fournir des armes en quantité assez limitée, pas du très beau matériel, parce qu'on avait peur qu'il passe entre les mains des vainqueurs russes, et plutôt du matériel qui était destiné à animer une résistance une fois l'occupation opérait. Et puis, on s'est aperçu que les Ukrainiens tenaient le coup. Et alors là, notamment les Américains ont commencé à miser, comme toujours, sur le succès. Et c'est là qu'ils ont commencé à armer sérieusement les forces armées ukrainiennes, les Américains et les Britanniques, qui eux y croyaient depuis encore plus longtemps. Et puis alors après, les autres s'y sont mis, parce que chacun pensait que c'était son devoir, que c'était un devoir qui n'était pas complètement absurde, puisqu'il y avait des chances que ça marche. Mais au fond, sans vraiment peut-être avoir le temps, tout simplement, ni le goût de planifier en vue de quels objectifs et en s'en donnant vraiment les moyens. Et bon, il y a eu ce moment un peu d'euphorie où non seulement les Ukrainiens avaient résisté, mais en plus, à l'automne dernier, ils prenaient l'offensive. Et là, vague espoir que bon, ça suffisait, puisqu'on avait fait ce qu'il fallait, quoi. Et vous me parlez de la visite de Biden à Kiev. Pour moi, aujourd'hui, c'est le moment où les Occidentaux doivent vraiment avoir une stratégie. C'est-à-dire, par exemple, en matière de transfert d'armes. On voit bien que nos industries de défense ne suivent plus.
Ça, c'est la tactique, non? C'est pas la stratégie, ça. Oui, mais c'est l'élément logistique d'une stratégie d'ensemble. Et ensuite, il faut voir, est-ce qu'on peut se contenter de viser une sorte d'enlisement de pattes, de part et d'autre, personne ne pourrait gagner, ou est-ce qu'on ne doit pas viser à ce que les Ukrainiens soient, à un moment donné, en position de percer le mur. Mais c'est là où j'insiste. Je trouve que c'est l'absence même de la stratégie. Je pose une question autrement. Qu'est-ce que la stratégie? La stratégie, c'est quand vous êtes un sujet et pas un objet. C'est-à-dire que, par exemple, le pays de ressources, c'est par définition un objet, pas un sujet. Deuxième chose, il faut avoir un projet et savoir pourquoi. Donc, est-ce qu'on a un projet et pourquoi? Et une chose très importante pour la stratégie, c'est savoir dire non. La stratégie et le projet stratégique de chrétiens, c'était, comme Jésus a dit, dire non, renoncer. Savoir renoncer. Donc aujourd'hui, bizarrement, la France n'arrive pas à dire non. Elle dit oui, non. Non, mais là, pour moi, ça ne fait aucun doute. L'objectif, c'est une défaite stratégique de la Russie. Pour? Quel est le but? Pour qu'il soit dit et démontré que l'agression ne paye pas. Et donc, pour décourager ceux qui voudraient reproduire ce type de comportement pour assouvir leur... Comportement ou régime? Ou système? Parce que Poutine, c'est un comportement. Mais Poutine, c'est pas un... Oui, mais nous, Français, là, je suis traditionnaliste, on ne raisonne pas en termes de changement de régime. Donc si les Russes... c'est ça le problème. La stratégie, c'est le changement de régime. C'est pas un changement de personne. Gorbatchev, c'était une bonne personne. Il est venu et qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Vous avez raison, mais pour nous, Français, je pense qu'une bonne stratégie, c'est une défaite stratégique de la Russie pour décourager les comportements d'agression, pour affaiblir aussi un allié de la Chine, qui est le grand rival maintenant de l'Occident, et pour assurer la sécurité de l'Europe. Parce que si on défait stratégiquement la Russie, celle-ci restera naturellement revanchiste, agressive, elle aura elle-même encore plus de ressentiment, au moins dans un premier temps. Donc il faudra que les Européens construisent une capacité de dissuasion forte. Voilà une stratégie. Et puis alors, pour le Sud global, dont on parle beaucoup dans ce livre, certains pensent que, évidemment, parce qu'on est un ancien pays colonisé, on a forcément raison et qu'il faut essayer avant tout de se faire pardonner. Je pense qu'il faut être ouvert, il faut comprendre leurs préoccupations, il faut avoir une grande politique vis-à-vis de ces pays qui sont les puissances de demain. En même temps, il est d'autant plus important de battre la Russie qu'il faut aussi diminuer le prestige de Poutine auprès du Sud global. Mais c'est ça que je remarque de plus en plus. Vous parlez toujours Poutine. Vous ne parlez pas, par exemple, que c'est le système, que c'est le système des services spéciaux qui sont venus au pouvoir juste après la Révolution, juste après la guerre civile. Comme souvent, c'est la guerre qui mène au changement au changement d'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une année d'hésitation, finalement la politique libérale occidentale n'est pas obligée de revenir vers l'éthique, le moral, par rapport aux Ukrainiens? Mais là, il y a deux choses différentes. D'abord, le système de Poutine. Je dois vous dire que moi j'étais en poste donc en URSS à la fin des années 80. On comprenait mieux à l'époque le processus de décision au Kremlin qu'on ne le comprend aujourd'hui. C'est la même chose. Rien n'a changé. Il n'y a pas la collégialité qu'il y avait avec le Politburo. Il n'y avait pas. Il y a une, comme disent les experts, une désinstitutionnalisation du système. Donc c'est
plus compliqué aujourd'hui de pénétrer les processus de décision. Ensuite, à partir de mon expérience, je suis intimement convaincu que le système poutinien ne survivra pas à un échec en Ukraine, a fortiori à une défaite, parce que j'ai connu moi-même cette époque où l'échec en Afghanistan a beaucoup plombé la légitimité du régime communiste. Et bien sûr, les communistes, comme aujourd'hui les poutiniens, essayaient de cacher la vérité au peuple. C'était moins sophistiqué qu'aujourd'hui, mais au fond, c'était presque plus efficace, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Or, on voyait, si vous voulez, les gens dans les cimetières, qui enterraient les soldats revenus d'Afghanistan. On voyait la colère des gens. Et donc, ça n'a pas été le seul facteur, mais ça a quand même contribué à la chute du système communiste. Donc, à partir de cette expérience, j'ai du mal à croire que Poutine pourra survivre. Poutine, non, de toute façon, même physiquement, oui. C'est quand même pas un jeune. Non, le problème, c'est ça. Est-ce que son régime va survivre? Là, et pourquoi, par exemple, oui. le président français fatalement dit qu'il faut faire avec ce régime? Pourquoi ce fatalisme? Le président français n'a pas été instruit, c'est comme... Il y a la chance peut-être de l'achever, ce régime, une fois pour toutes. Oui, mais encore une fois, ça, c'est pas la tradition française. Nous ne pensons pas que nous devions procéder à l'extérieur à des... Mais c'est peut-être pour ça que la France reste seule, finalement. On ne doit pas encourager, en tous les cas, enfin, ça ne fait pas partir de nos calculs. Si Poutine tombe, tant mieux, mais ça ne peut pas être l'objectif d'un point de vue français. Je crois que c'est ça que le président a dit, de toute façon, dans son style, qui est toujours un peu cérébral, hein, mais c'est à cela qu'il se rattache. Mais à part ces particularités personnelles de Macron, il y a dans chaque pays un archétype de comportement par rapport à la guerre, par rapport à des situations dangereuses. Par exemple, la Russie, c'est l'inondation par les morts. On a toujours gagné les guerres parce qu'on tape toujours dans le même endroit et peu importe combien de sang on a versé. Après, l'archétype anglais, pour moi, britannique, c'est même si on est seul, on résiste. Et c'est quand même la Grande-Bretagne avec un grand G. Elle l'a montré pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle le montre aujourd'hui. Elle n'a pas peur d'être seule, pendant que les autres disent c'est toi le premier, c'est toi le premier. Quel est l'archétype de la France, à part capituler pour se ranger vers celui qui gagne à la fin? C'est peut-être très malin, mais est-ce que c'est l'archétype de... Non, je crois que l'archétype de la France, c'est de refuser la capitulation. Elle a capitulé une fois dans son histoire. Et c'est juin 40. Et si vous voulez, c'est le traumatisme national par excellence. Et si De Gaulle est si respecté, si c'est le modèle absolu, c'est parce que c'est l'homme qui a dit non en juin 40. C'est le thaumaturge qui nous a délivrés du cauchemar de juin 40. Mais ensuite, on s'est perdu dans des guerres coloniales sans fin, parce que justement, on ne voulait pas reconnaître qu'on avait perdu. Là, on s'est maintenu au Mali au-delà de toute raison, parce qu'on est obsédé par cette idée qu'il ne faut pas capituler, si vous voulez. Donc la France a dit non à l'invasion américaine en Irak, elle dit non à l'invasion russe de l'Ukraine, même si par ailleurs, comme vous le savez, toutes les fibres de la France sont plutôt pro-russes, et que les Français, collectivement, attendent beaucoup, toujours, historiquement, de la Russie. Mais 80% des Français, malgré cela, soutiennent l'Ukraine.
Est-ce que vous êtes d'accord que cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ce n'est absolument pas la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, et c'est encore moins la guerre des territoires, parce qu'il y a des gens différents, de différents pays, de différentes convictions, qui ont donné leur opinion. Quelle est pour vous la plus différente, divergente de ce qu'on entend ici en France? Je dirais que c'est une guerre d'idées. D'idées. Et l'idée majeure de tous les auteurs du Sud, dont certains sont très bons, Définissons, qu'est-ce que vous appelez le Sud? c'est les Indiens, c'est les deux auteurs du pays du Golfe, c'est les Africains, un Brésilien, un Malaisien. Le Brésil, c'est aussi le Sud? Un Oui. drôle de façon de voir les choses. J'aurais jamais pensé ça. C'est le Sud global. D'accord, Le Malaisien. d'accord. Je ne parle pas du Chinois, par exemple, parce que la Chine, c'est un pays à part, c'est une grande puissance, mais toutes les nationalités que j'ai indiquées, et parmi eux, il y a des auteurs très brillants. Ils n'approuvent pas l'agression, mais ils considèrent que les Occidentaux exagèrent en faisant un phénomène capital. Et ils pensent qu'au fond, il devrait être possible de trouver une paix en faisant un peu d'efforts et en donnant des satisfactions à l'agresseur, que ce soit territorial ou de statut de l'Ukraine. C'est ça leur idée en commun, c'est que les Occidentaux exagèrent la portée de ce qui se passe et en exagérant mettre le monde en difficulté par les réactions qui sont les leurs, les sanctions, etc. Et face à ça, les idées du côté de l'Occident, c'est plutôt que les principes de souveraineté et de prohibition de la force doivent être respectés. Et c'est en cela qu'il y a une guerre d'idées, indépendamment de ce qui pour nous, Européens, est le plus important, c'est-à-dire effectivement la volonté d'expansion territoriale qui s'exerce aujourd'hui à l'encontre de l'Ukraine, mais qui pourra aussi bien demain s'exercer à l'égard d'autres pays. Et donc c'est un peu l'objectif du livre, c'est d'essayer de montrer ces différences de perspectives et les ressorts derrière ces différences de perspectives, avec l'espoir que ça puisse contribuer à la recherche d'une vision commune. On parle beaucoup c'est un peu à la mode de parler du futur de Russie. Certains disent pourvu qu'elle reste unie, d'autres lui souhaitent une explosion en petits morceaux. Oui, on retrouve des débats qui avaient eu lieu. Oui, c'est des débats jadis. qui sont très bizarres, mais personne ne s'engage à parler du futur de l'Ukraine. Oui. Alors, qu'est-ce que ce gros morceau peut devenir? Est-ce que ça va devenir une base de ressources des États-Unis et des Anglo-Saxons sans la France? Est-ce que ça va devenir un pôle, le centre d'un nouveau concept européen, ou au contraire, ça va être la terre brûlée et dans laquelle personne ne voudra investir? Parce qu'aujourd'hui, Berlusconi propose d'investir énormément d'argent en échange des territoires. Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable? Il y a de plus en plus de voix qui se montent pour dire au diable les territoires, mais c'est... Qu'est-ce que ça va devenir? Démographiquement, c'est une catastrophe. Ça va devenir une catastrophe. Les deux pays étaient déjà, sur le plan démographique, dans une dynamique négative. Et effectivement, ça va s'aggraver. Enfin, nous, Français, on est très conscients que la saignée démographique de la Première Guerre mondiale, on ne s'en est jamais vraiment relevé. Pour les Ukrainiens, ça sera très difficile, et pour la Russie aussi, d'ailleurs. Mais très honnêtement, je ne sais pas quel sera l'avenir de l'Ukraine.
j'imagine comme ça, mais vous me prenez à brûle-pourpoint, que c'est un avenir européen. Enfin, cette idée que cette terre, un territoire gardé des anglo-saxons, ça me paraît absurde, franchement. Parce que vous croyez encore en Union européenne? Quel est le sens pour l'Ukraine J'imagine que pour l'Ukraine, ça serait logique de tout de suite devenir membre de l'OTAN, mais pourquoi devenir membre de l'ONU? Comment ça s'appelle déjà? De l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Mais parce que quand vous êtes Ukrainien, moi j'ai rencontré des milliers d'Ukrainiens, ils m'ont tous dit ce qu'on veut, c'est être comme les Polonais. Ils ont bien vu que les Polonais sont passés en quelques années d'un état de pauvreté équivalent au leur à un état de prospérité qui leur fait envie. Mais si les Polonais sont devenus prospères, c'est pas grâce à l'OTAN, c'est grâce à l'Union européenne. Alors peut-être que l'OTAN c'est important pour la sécurité, pour la France aussi, mais enfin la vraie vie de tous les jours, c'est l'Union européenne, et ça les Ukrainiens en sont parfaitement conscients. Oui, mais ils sont aussi conscients que ceux qui les aident matériellement et vont plutôt avoir les poches pour pouvoir les aider, c'est les Britanniques et les Américains. Alors pourquoi? Je ne crois pas, on peut dire l'inverse. Les Américains mènent une bataille en termes de sécurité, notamment en ayant vu la Chine. Mais ils ne sont pas particulièrement intéressés par l'Ukraine, et certainement pas par l'Ukraine du point de vue économique. Ça, il faut oublier ce genre de choses. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Donc je crois que l'avenir de l'Ukraine, il est vraiment en Europe. Et alors là, ce qui pour quelqu'un de ma génération est évidemment surprenant, c'est que au moment de la réunification allemande, de la chute de l'Union soviétique, donc de l'expansion de l'Europe, pour Mitterrand, Thatcher, Kohl, l'Europe c'était Varsovie, Prague, Budapest. Les Balkans c'était déjà loin, et l'Ukraine, ça n'appartenait pas au monde européen dans la modalité de cette génération. Et curieusement, au cours de ces 40 dernières années, les sociétés russes et ukrainiennes ont divergé. Il y a des critères très simples. Pendant des siècles, quand vous appartenez à l'élite des villes d'Ukraine, vous alliez faire vos études à Moscou. Depuis 30 ans, on ne va plus faire ses études à Moscou, on fait ses études à Berlin, Londres ou aux États-Unis. Et donc, les deux sociétés ont divergé, et aujourd'hui, l'Ukraine s'est considérablement rapprochée des sociétés européennes. Et je pense que l'effet de cette guerre, ce sera d'achever ce rapprochement. Pourquoi les gens occidentaux ont tellement peur de la Chine? Puisque je suis persuadée qu'en parlant de la stratégie, le projet chinois, ce n'est pas un projet stratégique, c'est un projet plutôt matériel, mais pas... C'est-à-dire que autant les idées du bolchevisme ont pénétré jusqu'à l'Amérique du Sud, et même je dirais que les États-Unis c'est complètement trotskiste aujourd'hui. Toute la gauche c'est complètement trotskiste. Européenne d'ailleurs aussi. Ce qui veut dire que c'était des vrais projets globaux. Tandis que le projet chinois, il est juste matériel. Matériel. Oui, mais c'est quand même un projet de domination. Et la façon dont il procède, le fait de vouloir la supériorité technologique, et à travers celle-ci de contrôler les sociétés, les pouvoirs de décision, c'est ça qui inquiète en profondeur. Et donc il donne l'impression, évidemment c'est très difficile à voir, mais d'avoir un projet de domination. Alors, peut-être pas militaire en ce qui concerne l'Europe, mais qui est quand même un projet de domination. Et puis vous savez, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine, je sais qu'il y a des débats entre experts sur le dessein véritable des Chinois, mais
c'est très simple. Quand un pays devient trop puissant, il risque d'avoir des tentations. Et donc, notre intérêt, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas trop puissant. C'est ça ce que je crois beaucoup de gens ressentent dans nos pays. Est-ce que vous êtes d'accord que s'il y a un sentiment que tout pays ressent, c'est la peur, et on revient au début de notre conversation Covid, maintenant la guerre, c'est devenu, la peur est devenue quasiment quelque chose qui cristallise, toute société confondue, Est-Ouest, Sud-Nord. Qu'est-ce que pour vous ça signifie ? Peur de futur qui n'a... Pour moi, je serais fidèle à la mémoire de Pierre Asner, vous savez, dont j'ai été l'ami, et dont l'un des derniers et plus brillants essais s'appelait « Le retour des passions ». Parce que Pierre faisait le constat qu'après la mort des idéologies, et à contre-courant de la globalisation, ce qui ressortait, c'était les passions. Et c'était notamment ce qui relève du thymos, c'est-à-dire chez les anciens, chez les Grecs, le siège de la revanche, de l'orgueil, de l'agressivité, enfin des passions mauvaises. Et la peur fait partie des grandes passions politiques. Ça, tous les écrivains de l'Antiquité l'ont bien décrit. Donc, en ce sens, la peur a toujours été présente dans nos sociétés. Naturellement, on ne fait que redécouvrir ce qui était le destin naturel de nos ancêtres, de même la guerre. On a cru que ces décennies passées, pacifiques, étaient devenues la norme. Et maintenant, on se rend compte qu'en réalité, c'était une parenthèse qui se referme. Pareil, je crois, pour la peur. C'est drôle ce que vous dites, parce que... Oui. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit paralysant, bien sûr. Et mon père disait, la peur n'évite pas le danger. Il était le représentant d'une sagesse normande antique. Mais c'est une des difficultés pour nos dirigeants que de lever cet obstacle qui peut devenir paralysant ou qui peut être de mauvais conseils. Je pense que, je ne sais plus quel théologue disait qu'avoir peur, c'est pas un péché, c'est naturel. En revanche, vaincre, ne pas vaincre, c'est un péché. Voilà, ne pas vaincre ça. la peur, c'est un péché. C'est drôle ce que vous dites, parce que on cite énormément von Clausewitz ces derniers temps, et qui était un opposant à Nietzsche. Nietzsche qui disait que tout conflit mène à une espèce de synthèse, d'où vient quelque chose de positif. Donc le conflit mène à quelque chose de positif. Et Clausewitz a dit qu'au contraire, tout duel mène à l'escalade. Voilà, la montée aux extrêmes. Voilà, l'escalade. Et finalement, on ne sait plus qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Donc, ayant peur d'attirer des foudres, ne pensez-vous pas qu'on peut, si la guerre s'éternise, trouver ce que Clausewitz disait, parce que dans quelques déclarations des Ukrainiens, dans quelques intonations qu'on entend de plus en plus, on a l'impression que c'est... bien sûr, c'est surtout pas les mêmes actes, mais il y a quelque chose, ce nationalisme qu'on revendique de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un autre danger, à part la peur, de cette escalade, non pas de l'escalade de guerre et de nucléaire, mais de l'escalade de ne plus comprendre qui agresse qui? Alors ça, c'est une question très, très profonde. Je ne peux pas y répondre en une seconde. Vous avez tout le temps. Si vous voulez,
Moi, j'ai eu une formation aux affaires stratégiques au début des années 80. Je connaissais Herman Kahn, qui a beaucoup contribué à cette théorie de l'escalade, ou Albert Wolstatter, des stratèges américains comme ça. Dans leur esprit, quand ils théorisaient l'escalade, c'était dans l'esprit qu'il fallait la dominer. Et donc, c'était dans l'esprit de planification, de coups, il fallait toujours avoir un coup d'avance sur l'autre. C'est passé dans le vocabulaire des hommes politiques à un moment donné, et je crois que Barack Obama a beaucoup usé de ce vocabulaire, mais en changeant le sens. C'est-à-dire que pour lui, l'escalade était à redouter. Et il fallait non pas avoir un coup d'avance, mais au contraire un coup d'après. Et donc ne réagir que quand l'autre avait élevé les enjeux. C'est ce qui se passe en Ukraine. Hein. On se décide à donner des chars que quand les Russes sont allés plus loin dans l'offensive, etc. Donc pour moi, pour l'instant, c'est plutôt notre crainte qui joue dans le sens de ne pas alimenter l'escalade, ne pas alimenter l'escalade étant en quelque sorte un but en soi. Mais là, dans l'affaire ukrainienne, on va reparler stratégie, on peut se demander si cette attitude-là ne conduit pas à prolonger la guerre, ce qui est en soi évidemment un mal, puisque ça fait de plus en plus de victimes et que c'est de plus en plus risqué, qu'on ne peut pas complètement échapper au risque d'un retournement en défaveur des agressés. Mais c'est aussi un risque dans ceci que ça peut entraîner une globalisation de la guerre. Ça peut étendre géographiquement la guerre. Et peut-être que là, on est à ce point où si les Chinois aident davantage qu'ils ne l'ont fait les Russes, ça provoquera des représailles, des sanctions américaines, etc. Donc on en arriverait à une globalisation de la guerre. Et d'ailleurs, une des tactiques de Poutine, s'il sent qu'il perd, ce sera forcément d'ouvrir d'autres fronts ailleurs. Et j'ai retrouvé cette formule de Raymond Aron à la fin d'un de ses livres qui s'appelait Guerre en chaîne, où il dit l'Occident peut et doit emporter la guerre limitée qui nous est livrée de façon à éviter d'avoir à mener une guerre globale. Et pour moi, l'attitude de trop grande prudence dans le soutien à l'Ukraine risque d'avoir entraîné une prolongation de la guerre qui, à son tour, entraînera la guerre globale. Nous devons vraiment l'emporter dans la guerre limitée pour éviter une guerre globale. Ben, moi, je reviens toujours vers cette idée de la guerre de 30 ans, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas l'éviter. C'est juste que ces conflits, ils vont... regardez, c'est comme une espèce de bouton de fièvre qui change de place, mais qui est là. Oui, mais on entre... Là où je vous rejoins, c'est que c'est pas exactement une guerre de 30 ans, c'est une guerre de 30 ans, c'est quand même sur le même territoire. Mais là, ce qui risque de se produire, et ça, malheureusement, je suis vraiment persuadé, en rédigeant ce livre, ça m'a renforcé dans cette conviction, c'est que, au moins aussitôt après l'Ukraine, et peut-être alors que l'Ukraine sera encore un brasier, il y aura d'autres crises. Il y aura une crise autour de l'Iran, il y aura une crise à Taïwan, etc. Ce que je disais du Timos tout à l'heure, ce qui vaut pour Poutine vaudra pour d'autres. Et il est probable qu'il y ait une sorte de verrou qui a sauté, si vous voulez, que le passage à l'acte dans l'agression est quelque chose qui va se répéter ailleurs. Et donc, bah oui, la guerre est de retour. Autrefois,
il y a une trentaine d'années. Moi, j'ai connu de la dissidence, par exemple, en Russie. Et autrefois, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le système partait dans un autre pays. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de partir. En fait, ça ne serait pas ça le souci. Ah, mais... Et je reviens à mon propos quand je dis qu'aux États-Unis, la moitié du pays n'est pas d'accord avec l'autre moitié. Et cette moitié ne peut pas partir. Ce n'est plus les minorités. C'est-à-dire que c'est devenu égal. D'où la nécessité de changer le tout. Non, mais les États-Unis, il y a une sorte de guerre civile larvée. C'est ça. Hein. Ça, c'est bien sûr. Mais vous pensez que nous on ne le vit pas, non? C'est pas la première fois aux États-Unis. Hein. C'est une société qui a connu ce type de situation. Mais regardez, les oppositions auxquelles on est habitué, gauche-droite, Dieu, Satan, paradis, enfer, prolétariat capitaliste. Aujourd'hui, le prolétariat américain est contre le prolétariat chinois. Oui, mais... C'est-à-dire qui est l'ennemi aujourd'hui? C'est ça le truc. Oui. Qui est l'ennemi? Est-ce que vous croyez que ça n'a pas toujours été comme ça, plus ou moins? Moi, quand j'étais éduquée, on m'a expliqué que l'ennemi, c'est le capitalisme. Oui. Et jamais le prolétariat soviétique n'était contre ouvertement un travailleur français ou... Oui, mais regardez la Première Guerre mondiale, les socialistes français, les syndicalistes français et allemands s'étaient jurés jamais nous porterons les armes les uns contre les autres. Et du jour où les guerres ont été déclenchées, ils se sont retrouvés sous les drapeaux. Non, là je ne vois pas de rupture extraordinaire. Je vois d'ailleurs que beaucoup de Russes quittent la Russie quand même massivement. Non, pas si massivement que pas ça. Si massivement que ça. Moi je trouve que bizarrement, pour les Russes, c'est peut-être une chance de naître. Hein. La Russie, c'est un pays où les gens sont interdits à grandir. Mais je pense que c'est le système bolchevique qui veut ça aussi. Ils sont interdits à grandir. Oui, parce que le système bolchevique est tel, enfin le système communiste, est tel que toutes décisions sont prises pour toi, tu décides rien. Donc tu es un éternel adolescent. Et qu'est-ce que l'adolescent? L'adolescent, c'est quelqu'un d'agressif, qui frappe, parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Tout le monde, les parents le forcent de faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc il se révolte, il devient violent, et au fond, le Russe, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que parce qu'il n'a jamais rien décidé, et que de temps en temps, quand il boit un verre de trop, ou quand il fait sa crise, il pique sa crise, il devient profondément violent. Et ça... à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau international, il s'exprime que par la force. D'ailleurs, il y a un anthropologue français qui s'appelle Pierre Castres, qui était l'élève de Lévi-Strauss, qui disait que les sociétés archaïques s'expriment par la guerre parce que c'est comme ça qu'ils s'identifient. Ils sont en guerre en permanence parce que donc le Russe, il s'identifie à travers les guerres. Et c'est peut-être ça la grande différence entre les Russes et les Ukrainiens, qui sont un peu paisibles au fond. Je vais vous laisser sur ces paroles, madame, puisque ça me paraît tout à fait approprié.